Vraiment sain, la viande. Je mange régulièrement de la viande. Et d'ailleurs, c'est très sain. La viande est indispensable pour l'homme. Notre envie de viande semble irrépressible. En Europe et maintenant en Asie. L'Europe produit plus de 42 millions de tonnes de viande par an. Une viande tellement bon marché qu'elle est exportée jusqu'en Afrique. Le fourrage dont se nourrissent nos animaux provient souvent d'Amérique du Sud. Mais cette alimentation mondialisée n'est pas sans conséquences. C'est un fait. La consommation effrénée de viande affecte notre planète. C'est bon, tout simplement. C'est bon, c'est plein de goût, c'est la nature, c'est la montagne, c'est la ferme, c'est tout ce qu'on aime, quoi. C'est les souvenirs d'enfance, c'est ce qu'on a mangé chez les grands-parents quand on était jeune, toutes ces choses-là. Les Français adorent la viande rouge. Et adore le bœuf, la vache. L'art de la bonne chair est un des fleurons de la culture française. D'ailleurs, l'UNESCO a inscrit en novembre 2010 le repas gastronomique des Français sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Dans le monde entier, la cuisine française fait référence. Côte de bœuf, pot-au-feu, bœuf bourguignon, autant de plats qui enchantent les gourmets et qui, comme souvent dans l'Hexagone, font la part belle au bœuf. Pour beaucoup de nos concitoyens, il est proprement impossible d'envisager une cuisine sans viande. Pareil, j'ai toujours aimé ça. Depuis toujours, en famille, on prend toujours beaucoup de viande et de bœuf. Je me pose même pas la question, on mange tout le temps de la viande. Alors je suis quelqu'un de très carnassier et effectivement, je dois manger quelque chose comme entre 5 et 6 fois par semaine de viande. Ouais. J'adore la viande. On l'aura compris, la viande plaît. D'autant plus qu'elle est aujourd'hui très bon marché. Résultat, les Européens en consomment de plus en plus. En France, la consommation annuelle s'élève en moyenne à 70 kg par habitant. En Allemagne, à 60 kg. Dès l'enfance, on nous apprend que la viande est un aliment énergétique, bon pour la santé. De plus, c'est facile et rapide à préparer. Bref, la viande est dans l'air du temps. Symboliquement, la viande est associée à la force, à la virilité. En Allemagne, il existe même une revue spécialisée sur le sujet qui rencontre un grand succès auprès de la population masculine. Oserons-nous dire qu'elle leur fait un effet bœuf? La viande est un aliment qui plaît aux femmes comme aux hommes. Mais dans notre société, les hommes n'ont plus la tâche aussi facile. Comment exprimer leur côté masculin, leur virilité? Or, la consommation de la viande renvoie précisément à la force physique de l'homme, à sa supériorité musculaire, à son côté mâle et conquérant. Lorsqu'il avale un énorme pavé de bœuf, l'homme peut ainsi exprimer un aspect de sa virilité. En même temps, ça permet à la femme qui l'accompagne de faire preuve d'une certaine retenue, de faire passer un message. Moi, je mange très peu de viande, juste un peu de viande blanche. Je n'arrive pas à manger autant. Si ce n'est qu'un bon morceau de viande est également excellent pour les femmes. Du moins si on en croit les messages publicitaires de l'industrie agroalimentaire. Fleisch bringt's. Viel Energie und noch mehr Genuss. Les publicités nous montrent des animaux heureux, élevés dans des fermes bucoliques, des produits sains, au plus proche de la nature. Le bœuf, le goût d'être ensemble. La communication de la filière viande se fait bien évidemment sur le haut du panier, c'est-à-dire sur la viande artisanale issue de races à viande. Alors qu'en fait, une grande partie de la viande que nous consommons, c'est de la viande issue d'élevage industriel. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel la filière, bien évidemment, communique moins.
Mais c'est pourtant une réalité. Ce qu'on nous met dans l'assiette ne correspond pas à ce qu'on nous projette sur les publicités. En réalité, selon les espèces, 80 à 95% de la production ne sont pas élevées en plein air. Et leur viande n'est pas particulièrement saine. Dans les élevages intensifs de poulets, on administre régulièrement aux volailles des médicaments pour qu'elles survivent à leur très courte période d'engraissement. Des résidus de ces médicaments qui ne sont pas sans danger pour l'homme subsistent dans la viande. Littéralement entassés dans des bâtiments surpeuplés, les volatiles croupissent sans voir l'air libre sur des sols jonchés d'excréments. On peut en compter jusqu'à 24 au mètre carré. Résultat, ils tombent souvent malades. À la naissance, le poids d'un poussin est de 40 grammes. 3 jours plus tard, il a doublé. Au bout d'un mois, son poids a été multiplié par 38. Pendant la phase d'engraissement de l'animal, le développement de la masse musculaire, la viande, devance pour ainsi dire la croissance de l'ossature et de l'appareil locomoteur. Si bien que la circulation sanguine, l'appareil locomoteur et le squelette ne peuvent pas suivre. En fin de période d'engraissement, les animaux ne peuvent pratiquement plus bouger. Tout au long de la phase de croissance, les poulets de chair sont soumis à des traitements médicaux fortement dosés, notamment en antibiotiques, présentant un danger pour l'homme. Une ferme d'engraissement de la firme Wiesenhof, l'une des principales entreprises d'élevage de volailles en Allemagne. Josef Barmeyer est le vétérinaire de l'exploitation. Aujourd'hui, il procède à un contrôle. Avant d'entrer dans le bâtiment d'élevage, il change de vêtements et procède à une désinfection très rigoureuse. Une précaution indispensable pour éviter toute contamination. 38 000 poulets sont confinés dans ce hangar. Une densité qui octroie généreusement à chaque animal un non-espace vital de la dimension d'une feuille de format A4. Productivité oblige, le bâtiment est piloté par ordinateur. Dans les élevages industriels, les poulets sont généralement abattus au bout d'une quarantaine de jours. Environ 700 poulets meurent avant la fin de la période d'engraissement. Un résultat satisfaisant pour ce type d'infrastructure. Un taux de mortalité supérieur aurait un impact sur le chiffre d'affaires, donc sur les bénéfices de l'entreprise. Dès lors, tous les moyens sont bons pour réduire la mortalité des poulets. D'où l'utilisation d'antibiotiques qui présente un autre avantage, celui de favoriser la prise de poids chez les volailles. Depuis 2006, un règlement européen interdit d'utiliser des antibiotiques pour doper la croissance des animaux. Mais cela n'a pas empêché un recours croissant aux médicaments dans les fermes d'engraissement allemandes. Les 2 premiers jours, les poulets ont reçu des vitamines. On s'est alors aperçu qu'ils avaient une infection de la vésicule. Un traitement a donc été prescrit. On leur a administré du TMPS, c'est-à-dire un antibiotique sulfamidé. Ceci pendant 3 jours. Ils n'ont reçu aucun autre traitement à base d'antibiotiques. Dans les cages surpeuplées, les maladies se transmettent à une vitesse fulgurante. Bien souvent, dès que quelques poulets sont malades, on met tous les animaux sous antibiotiques. Ce traitement a été administré suite à une prescription vétérinaire. Nous n'utilisons jamais d'antibiotiques de manière préventive. Le vétérinaire effectue un contrôle le 2e ou le 3e jour de la mise en cage, afin de décider si un tel traitement est nécessaire ou pas. Pourtant, les poulets sont maintenus dans des conditions qui favorisent les maladies. Alors où est la vérité? Les antibiotiques sont-ils destinés à préserver la santé des animaux ou à doper leur croissance? Le gouvernement du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie a enquêté sur l'utilisation des antibiotiques chez les animaux. Dans les exploitations que nous avons examinées, 96,4% des animaux, je dis bien 96,4%, ont été traités avec des antibiotiques. Ces résultats sont tout simplement alarmants et pour tout dire révoltants. De 2 choses l'une. Soit ces antibiotiques sont utilisés pour doper la croissance des animaux, soit pour les protéger de manière préventive dans leur environnement, celui des fermes d'engraissement, propices aux maladies. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas acceptable, tant sur le plan légal qu'éthique. Pas acceptable?
Mais encore, ces méthodes ne sont certes pas illégales, mais moralement, elles sont plus que discutables. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions contre les producteurs, les animaux continueront à être élevés aux antibiotiques. Les scientifiques mettent en garde contre l'utilisation abusive d'antibiotiques dans les exploitations d'engraissement car cela favorise la formation des germes multirésistants. En Allemagne, ces germes sont responsables de la mort d'environ 15 000 personnes par an. Wenn man Geflügel kauft und in den Tauwasser bei den Geflügel, da sind diese Bakterien. Lorsqu'on achète une volaille, les bactéries contenues dans l'eau de décongélation peuvent se retrouver sur vos mains ou dans un plat cru. À partir de là, on les avale et elles finissent dans notre appareil intestinal. Ces bactéries se trouvent déjà dans notre intestin. Ce n'est donc pas un souci a priori. Le problème apparaît lorsqu'on doit prendre des antibiotiques ou lorsqu'on est à l'hôpital et que suite à une complication, les bactéries résistantes présentes dans l'intestin provoquent une infection. Ces bactéries sont difficiles à soigner avec nos antibiotiques classiques. La Rhénanie du Nord-Westphalie s'est donc penchée sur la question. Le gouvernement fédéral de Berlin, pour sa part, a longtemps refusé le simple contrôle de la distribution des antibiotiques aux volailles sous couvert de protection des données. Aujourd'hui, les choses évoluent. Mieux surveiller les médicaments administrés aux volailles, la mesure s'imposait en raison des scandales qui défraient régulièrement la chronique. L'Association de protection de l'environnement, Bund, B-U-N-D, a effectué une analyse de la viande de poulet. Résultat, un échantillon sur 2 a révélé la présence de germes résistants aux antibiotiques. La viande rouge aussi présente des dangers pour la santé. Partout dans le monde, les experts déconseillent une consommation excessive. Les études le montrent, trop de viande rouge réduit l'espérance de vie. Les gros consommateurs de viande souffrent davantage de gouttes, de rhumatisme, de cancer et de diabète. Avec une consommation de 300 grammes de viande rouge par semaine, on fait déjà partie des groupes à risque. Le Centre de recherche contre le cancer de Heidelberg en Allemagne s'intéresse à l'origine des maladies cancéreuses. Si nous nous intéressons à la viande rouge, c'est parce que nous savons déjà depuis plusieurs décennies qu'une consommation élevée de cet aliment sur la durée entraîne une augmentation de 20 à 30% des risques de cancer du côlon. Plusieurs indices nous laissent à penser que la viande de bœuf constitue un facteur de risque majeur. C'est pourquoi nous déployons tous nos efforts pour savoir s'il est possible de dépister les virus contenus dans la viande de bœuf et qui pourraient être à l'origine de ce problème. Le danger pour la santé humaine lié aux virus et aux antibiotiques présents dans la viande augmente au même rythme que la quantité consommée. Pourtant, la consommation ne cesse d'augmenter. En 50 ans, elle a été multipliée par 5 dans le monde. La filière industrielle de la viande tourne à plein régime. De plus en plus d'entreprises exportent leur viande à l'échelle mondiale. C'est le cas de Danish Crown. Le marché européen est saturé. Il est donc peu probable que la consommation de viande augmente dans cette partie du monde. Que ce soit du bacon ou du jambon, nous mangeons déjà de la viande au petit déjeuner. Nous en mangeons à midi et le soir. Je ne pense pas que nous prendrons un jour des biscuits à la viande au goûter. Notre entreprise exporte déjà dans 130 pays. Il nous reste donc peu de nouveaux marchés à conquérir. L'année dernière, en termes de croissance, la Chine a été notre créneau numéro 1. La consommation quotidienne de viande est une habitude européenne. Elle commence à s'installer en Asie. En 1980, un Chinois mangeait 14 kilos de viande par an. Aujourd'hui, il en consomme pratiquement 4 fois plus. La cuisine chinoise traditionnelle est de plus en plus délaissée au profit de la restauration rapide à l'occidentale. La viande a supplanté les légumes comme aliment principal. Le réflexe hamburger est devenu un signe extérieur de richesse.
Les habitants des grandes villes ont déjà bouleversé leurs habitudes alimentaires. Tôt ou tard, ceux des campagnes leur emboîteront le pas. À la maison, les Chinois optent de plus en plus souvent pour le steak ou le rôti, et de préférence tous les jours si possible. Selon les experts, dans ce pays le plus peuplé du monde, la consommation moyenne de viande devrait doubler d'ici à 2017. Cette tendance irréversible trouve une explication sociale. Manger de la viande, c'est une façon de montrer sa réussite. La famille Ku fait partie de ces Chinois qui ont gravi l'échelle sociale. Ku Haifeng a quitté sa province natale il y a 13 ans. Il s'est installé à Pékin où il a fait carrière dans l'informatique. Ku apprécie la viande. Son fils ne connaît pas d'autre manière de s'alimenter. Pour Ku, pouvoir manger ce qu'il veut, quand il veut, c'est faire preuve devant les autres d'une certaine aisance. Le week-end, la famille aime faire une petite halte devant les stands de restauration de Pékin, dont 1 sur 2 propose désormais de la viande du type fast-food. Avec sa femme, sa mère et son fils de 2 ans et demi, l'entrepreneur chinois se rend aussi souvent que possible dans le restaurant Donglai Shun, situé dans le centre de Pékin. Évidemment, la viande est toujours au menu. La spécialité du restaurant, la fondue mongole. Pour Ku et sa famille, les légumes, c'est plutôt pour la déco. Pour pouvoir manger à sa faim et goûter de tout, il faut d'abord avoir les moyens de ses envies. Moi, j'y suis arrivé au bout de 2 ou 3 ans à Pékin. Au début, quand on commence à avoir de l'argent, on veut découvrir un maximum de plats. Je reconnais que ça peut faire un peu bling-bling. Quand j'étais petite, la viande c'était une délicatesse. On n'en mangeait pas souvent. À présent, on peut s'en offrir tous les jours. C'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Mais cette nouvelle alimentation ne réussit pas à toute la population. De plus en plus de Chinois souffrent de maladies jusqu'alors inconnues dans leur pays. Ku Haifeng a beau savoir qu'il ne faut pas abuser de viande, il ne modifie pas pour autant ses nouvelles habitudes. Je mange de la viande 3 fois par jour, c'est-à-dire 21 fois par semaine. Et la nuit, quand j'ai une petite fringale, je vais me prendre quelque chose dans le frigo, généralement un peu de viande. Donc je consomme de la viande 20 à 30 fois par semaine. Ces dernières années, l'économie chinoise a connu une croissance fulgurante qui a surtout profité aux citadins. Cette prospérité récente et l'amélioration du niveau de vie qui l'accompagne ont déjà des conséquences. Un adulte sur 3 est en surpoids, soit des dizaines de millions de personnes. Une des causes principales de cette surcharge pondérale, la consommation excessive de viande. Face à ce phénomène, les médecins chinois tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Gu Dongfeng est l'un des médecins les plus renommés de son pays. Nos études montrent qu'il y a aujourd'hui en Chine 200 millions de cas d'hypertension. Les cas d'obésité et de diabète ont également pris des proportions alarmantes. Au cours des 20 prochaines années, 21 millions de Chinois seront atteints de maladies cardiaques ou de problèmes de circulation sanguine. Le chiffre est effrayant.
Il correspond à la population d'un pays européen de taille moyenne. Pour un tiers de ces personnes, ces maladies seront fatales. Les Chinois ont vu leur pouvoir d'achat augmenter. Pour beaucoup, les questions relatives à la santé n'ont pas été la priorité. Dans les grandes métropoles de Chine, on consomme aujourd'hui presque autant de viande qu'en Europe. Chez nous, la consommation de viande reste élevée alors que les risques pour la santé sont connus depuis longtemps. Manger de la viande tous les jours paraît tout à fait naturel. Sur la côte est du Danemark, une ferme d'engraissement de Danish Crown. Le plus gros exportateur de viande européen profite pleinement du boom de la demande mondiale. L'entreprise s'enorgueillit de respecter le bien-être des animaux, mais ici aussi, la rentabilité reste la priorité. L'éleveur Jensen travaille avec Danish Crown. Il y a encore 2 ans et demi, ces cochons étaient élevés en plein air, mais son exploitation n'était plus rentable. Aujourd'hui, Jensen maintient ses animaux toute l'année dans un bâtiment d'élevage. En extérieur, la production de porcelets par truie était trop faible. Le taux de mortalité était de 10% plus élevé que dans un bâtiment d'élevage. Du coup, j'obtenais un maximum de 24 porcelets par truie. Dedans, j'en ai environ 30. Économiquement, ça fait une sacrée différence. Les cochons sont des animaux intelligents qui ont besoin de changements pour se sentir bien. L'Union européenne préconise très sérieusement de laisser au moins un jouet ou un peu de paille à l'intérieur des bâtiments d'élevage. On espère ainsi empêcher les porcs de devenir agressifs et de se blesser les uns les autres. Une poignée de paille par jour suffirait à satisfaire ces recommandations. Faire plus ne serait pas rentable. Les truies sont enfermées dans des cages jusqu'à 8 mois par an. Elles ne peuvent pratiquement pas bouger. En se déplaçant librement, elles risqueraient d'écraser un de leurs porcelets, ce qui serait une perte de revenus. Aujourd'hui, il est encore autorisé d'enfermer en permanence les truies après le sevrage de leurs petits. La réglementation changera en 2013, mais d'ici là, les truies devront encore passer 4 mois par an dans ces conditions. Bien sûr, il serait préférable de trouver un système qui permette d'éviter ce genre de choses. Mais malgré tout, il faut bien que notre activité soit rentable. Je pense qu'il s'agit d'un compromis tout à fait raisonnable. Quand j'étais enfant, les truies se déplaçaient et mettaient bas librement. Chaque année, on avait 15 porcelets par bête. Aujourd'hui, 31. La différence, elle est là. Tout est question d'efficacité, de rendement et de gain. Si elle ne produit pas suffisamment de porcelets, la truie est abattue au bout de 3 ans. Les animaux sont réduits à la fonction d'outil de production. Monsieur Pedersen, éleveur, s'adapte aux normes de productivité de façon exemplaire. Mais au fait, une norme légale est-elle une norme juste et humaine? L'industrie de la viande, en fait, est tout simplement amorale. Elle n'est pas immorale, elle est amorale. Elle est dans une logique industrielle. Et cette logique industrielle, si la demande du consommateur, qu'elle essaie de façonner, elle essaie de ralentir un certain nombre d'évolutions, mais elle ne peut pas empêcher ces évolutions. Donc si la demande du consommateur change, si le consommateur demande plus de qualité, moins de quantité, plus de qualité, l'industrie s'adaptera. En fait, elle a essayé de pousser son avantage, elle a profité d'un système qui a été aidé par les politiques, qui était un système de produire toujours plus de viande, qui a été rendu possible par le flot de subventions. Danish Crown est la 2e entreprise d'abattage de porcs au monde. Son abattoir, situé dans la commune danoise de Horsens, est à la pointe de la modernité.
La société emploie 1600 personnes. Ici, on abat 20 000 porcs par jour, 5 jours par semaine. Tout est réglé comme du papier à musique. Dès que les portes de la salle d'étourdissement s'ouvrent, les animaux deviennent une marchandise. Nous réceptionnons les porcs vivants, puis nous procédons à leur abattage. Nous séparons les différents morceaux en fonction de certaines spécifications. Dans l'industrie automobile, par exemple, vous rassemblez les pièces détachées que vous réceptionnez afin de fabriquer une voiture. Chez nous, c'est le contraire. Nous séparons les animaux en morceaux. Chaque année, Danish Crown procède à l'abattage de 16,3 millions de porcs, ce qui représente, comme le précise l'entreprise, une longueur de 24 000 km si tous les porcs étaient alignés les uns derrière les autres, soit la moitié du périmètre de la Terre. Selon les défenseurs des droits des animaux, il arrive souvent dans certaines entreprises que les bêtes se réveillent pendant la phase d'abattage. Chez Danish Crown, tout serait mis en œuvre pour éviter ce genre de situation. Le processus de traitement des animaux serait ultra performant. Notre système est très efficace. Une fois étourdis, les porcs ne sentent plus rien. Au final, ils ne réalisent pas ce qui leur arrive. Nous procédons à un test. Plusieurs fois par jour, nous touchons les pupilles des porcs avec un stylo. C'est l'endroit le plus sensible. S'ils réagissent, c'est qu'ils n'ont pas été assez étourdis. Chez Danish Crown, il semble que tout soit fait pour éviter la souffrance des animaux pendant l'abattage. Mais dans d'autres entreprises européennes, on ne s'embarrasse pas de telles précautions. Il est quasiment impossible d'obtenir une autorisation de tournage dans les grandes entreprises d'abattage françaises ou allemandes. Et si par miracle on l'obtient, pas question de montrer l'abattage des animaux. Forteresse ultra protégée. Ces entreprises auraient-elles quelque chose à cacher? En France, comme en Allemagne, les militants pour les droits des animaux dénoncent régulièrement des conditions d'abattage scandaleuses. Dans l'Hexagone, selon certains experts, un tiers des bœufs ne seraient pas morts au moment de la découpe des morceaux. Les images là, c'est une caméra cachée dans un abattoir de Charal à Metz. Les enquêteurs de l'association se sont fait embaucher auprès de cet abattoir pour pouvoir filmer de l'intérieur, hors du contexte des visites annoncées, etc., pour voir comment étaient tués les bovins dans cet abattoir. Et ici, on n'est pas forcément sur une exception, on est sur un abattage quotidien. Il faut savoir qu'il y a plus de 3 millions d'animaux qui sont tués par jour chaque année, donc les cadences sont énormes, et que dans les abattoirs, ils ne peuvent pas respecter le minimum de la protection animale qui provient des réglementations. La direction de Charal n'a pas souhaité commenter ces images filmées en 2008. Si la situation s'est entre-temps améliorée dans cet abattoir, les experts estiment que les conditions d'abattage restent intolérables dans bien d'autres entreprises. En France, l'abattage rituel, lorsqu'on saigne l'animal alors qu'il est encore conscient, est autorisé uniquement pour des motifs religieux. Les défenseurs des animaux estiment que certains abattoirs se servent de cette autorisation pour augmenter leur productivité. Sans étourdissement, on peut en effet abattre plus d'animaux et donc augmenter son chiffre d'affaires. L'abattage et la protection animale, c'est pas un débat essentiel en France. Le débat se porte plus sur les conséquences écologiques du mode de production intensive
ou alors sur la qualité des aliments dans l'assiette. En France, la préoccupation du bien-être animal n'est pas la préoccupation essentielle dans la tête du consommateur, c'est une préoccupation santé. En Allemagne, la question de la protection des animaux est davantage débattue. Mais pour l'heure, les conditions de détention des animaux d'élevage n'ont pas changé. Stefan Bröckling est révolté par des images d'élevage intensif. À cette heure-ci, la plupart des gens sont confortablement installés chez eux. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que subissent au même moment des millions d'animaux. Ces animaux qu'on appelle dans notre société animaux de production connaissent le pire. Mauvais traitement, élevage intensif dans des conditions catastrophiques, légales ou pas. Parce que même lorsqu'ils respectent la réglementation, l'élevage intensif ne protège pas les animaux d'une grande souffrance. 1 h du matin, Stefan Bröckling rejoint d'autres militants sur un parking isolé du nord de l'Allemagne. Leur objectif ? Contrôler un bâtiment d'élevage de 5000 dindes. Ils redoutent de tomber une fois de plus sur de nombreux animaux en souffrance. Les exploitations parlent de fermes d'élevage au sol. En clair, les animaux passent toute leur vie dans des cages posées au sol, au milieu de leurs excréments. Et les cages ne sont jamais nettoyées. Ça, c'est un vrai problème. Les cages sont nettoyées uniquement lorsque les animaux les quittent définitivement. Comme elles sont en contact permanent avec leurs excréments, les dindes contractent toutes sortes de maladies. Les militants enfilent des vêtements de protection pour éviter toute contamination. À l'aide d'une caméra infrarouge, ils vont filmer les conditions d'élevage des volailles pour les montrer au grand public. Malgré sa petite superficie, le bâtiment respecte les normes en vigueur. Il est donc conforme à la réglementation. Problème, l'hygiène laisse sérieusement à désirer. Plusieurs dindes mortes gisent sur le sol depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. À première vue, la propreté du bâtiment et la santé des animaux ne semblent pas prioritaires. Pourtant, nous sommes en Europe, où l'on se targue d'appliquer des mesures draconiennes en matière de protection des animaux. Notre réglementation concernant ces questions est la plus stricte qui soit. On trouve ce type de production industrielle partout dans le monde, en Australie, aux États-Unis, etc. Les producteurs européens ont les mêmes objectifs, mais ils sont encadrés par des règles plus sévères. Ces règles suffisent-elles réellement à faire de notre continent un modèle en matière de protection animale ? La question se pose lorsqu'on sait que les animaux, considérés comme de simples marchandises, sont condamnés à se blesser et donc ne peuvent survivre sans médicaments. Je sais bien que les conditions d'élevage des poulets, par exemple, ne sont pas bonnes. Mais je ne pourrais pas me passer de viande. Moi non plus. J'ai déjà essayé, mais l'envie est trop forte. Le poulet, la viande rouge, ouais, j'adore ça. Il n'y a pas vraiment le choix. En dehors du poisson ou de la viande, qu'est-ce que vous voulez manger? Des légumes? Y a-t-il une alternative à la viande? Sa consommation excessive n'a pas seulement des conséquences négatives sur notre santé. Elle a aussi un impact dévastateur sur la vie de nombreux habitants de la planète. Logique, plus on produit de viande, plus il faut d'aliments pour les animaux. Ces aliments sont généralement importés d'Amérique du Sud, du Brésil, d'Argentine et surtout du Paraguay, d'où provient une bonne partie du fourrage consommé en Europe. Il faut 16 kg de céréales pour produire 1 kg de viande. Le problème est que l'Europe ne dispose plus de surface cultivable suffisante.
Donc elle importe d'Amérique latine du fourrage riche en énergie, comme la farine de soja. La production de céréales a atteint ses limites en Europe, aux États-Unis et en Chine. Dans le même temps, la population mondiale continue de croître. En Asie, avec l'augmentation du pouvoir d'achat, la consommation suit la même tendance. Nous ne devons pas passer à côté de cette formidable opportunité. En réalité, cette opportunité ne concerne qu'une poignée de producteurs. La culture du soja, le plus souvent génétiquement modifiée, compromet la situation économique des paysans locaux et l'utilisation intensive des pesticides empoisonne les terres ainsi que les habitants. Ces entreprises agricoles sont pour la plupart brésiliennes, argentines ou allemandes. Elles produisent des céréales dans des exploitations immenses. Un campement de fortune à Nacundé, dans le sud du Paraguay. Ici vivent les perdants, ceux qui n'ont pas profité du boom du soja. Anciens cultivateurs, ils n'ont pas fait le poids face aux grands producteurs de soja et ont été contraints de vendre leurs terres. En désespoir de cause, ils se sont réfugiés dans ce campement. Voilà 12 ans que Valdomera Servine vit dans un de ces camps illégaux. Quand elle prépare un repas, c'est qu'on lui a donné quelque chose à manger ou que ses enfants se sont débrouillés pour lui rapporter quelques aliments. La soja no vale a nosotros nada porque le soja ne nous rapporte rien. Il détruit la terre. Après le soja, plus rien ne pousse. La production de soja ne profite qu'à ceux qui ont déjà de l'argent. Et l'argent qu'ils gagnent ici, ils l'emportent chez eux, au Brésil. Alors qu'ici, au Paraguay, on n'a rien. On est de plus en plus pauvres. Victoriano Lopez est le chef ainsi que le porte-parole du camp. Nous avons un peu de manioc. C'est tout ce que nous avons à manger. Nous n'avons rien d'autre. 5 familles s'entassent dans cette tente. Ce qu'ils mangent ici, c'est un pied de bœuf et quelques oiseaux. Regardez comme nous vivons. Beaucoup d'enfants sont déjà morts, déshydratés, empoisonnés ou morts de faim. Là, tout récemment, nous avons perdu 6 enfants. Et nous n'avons personne à qui nous adresser. Personne ne s'occupe de nous. À l'Institut privé de recherche sociale d'Asunción, la capitale du Paraguay, on s'intéresse depuis longtemps aux retombées de la production de soja. Les Européens n'ont aucune idée des implications de leur consommation quotidienne de viande. Dans notre pays, les décideurs économiques, surtout dans le domaine de l'agriculture, ne tiennent aucun compte des besoins et des droits de la population paraguayenne. Ils ne se préoccupent ni de l'alimentation, ni de la santé et du bien-être de notre peuple ou de nos agriculteurs. La seule chose qui compte, ce sont les affaires, c'est-à-dire la production de céréales, de soja et de viande. Ces décideurs font tout ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir l'industrie du soja, quitte à sacrifier les pauvres sur l'autel de la productivité. Voici l'une des rares fois où nous avons pu filmer une intervention de la police dans un camp et la violence exercée sur ses occupants. Les forces de l'ordre maltraitent, torturent et brûlent tout ce que ces familles possèdent.
Cette violence vise à intimider ceux qui voudraient occuper illégalement d'autres parcelles. Les producteurs de soja veulent exploiter ces terres à fond. Alors ceux qui le peuvent viennent s'installer à Asunción. Mais ceux qui ne possèdent pas de terre échouent dans les bidonvilles de la capitale. Passer le reste de sa vie dans un bidonville n'est guère plus enviable que de dépérir dans un camp misérable. Mais ici, au moins, on n'est pas exposé aux pesticides dangereux pour la santé tels que le glyphosate. Le soja ayant été génétiquement modifié pour résister à ces pesticides, les barons du soja en épandent des quantités massives sur leurs terres sans se préoccuper ni des habitants de la région, ni de l'environnement. La clinique universitaire d'Asunción. Le docteur Stella Benitez Leite dirige le service de pédiatrie. Chaque semaine, elle reçoit des parents dont les enfants sont nés avec des malformations. Au début, le fait que de nombreux parents habitent près des exploitations de soja n'était pour le médecin qu'une coïncidence. Mais les cas se multipliant, Stella Benitez Leite a décidé de regrouper et d'analyser l'ensemble de ses observations. L'étude a été menée à l'hôpital d'Encarnación. Elle révèle une proportion de malformations supérieure chez les bébés dont les mères habitent à proximité des exploitations qui épandent des pesticides. Le risque est particulièrement élevé pour les femmes qui habitent à moins d'1 kilomètre de ce type d'exploitation. Nous avons constaté beaucoup de problèmes pendant nos recherches. Des cerveaux développés sur l'avant de la tête, des visages complètement déformés et même des têtes sans cerveau. Des déformations de différents types. Nous avons tout vu. Nous sommes ici à la pointe sud du Paraguay. C'est ici que vit Petrona Talavera avec sa famille. Sa maison est entourée par les champs de soja. En 2003, Silvino, son fils de 11 ans, meurt des suites d'un empoisonnement aux pesticides. Un cultivateur de soja épand un produit phytosanitaire toxique dans son champ. Silvino est aspergé, tout comme les aliments qu'il vient d'acheter. Le garçon, qui ignore tout des effets du produit toxique, rentre à la maison. Avec les aliments rapportés par Silvino, sa mère prépare à manger. Peu après le repas, tout le monde est pris de vomissements. Des maux de tête et des crampes d'estomac apparaissent. L'état de santé de Silvino se dégrade. Sa mère décide de l'emmener à l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital vers 1h30 du matin. Le médecin de garde nous a dit « Votre fils a été empoisonné. Je ne suis pas sûre que nous puissions le sauver. Mais nous allons quand même essayer et lui faire un lavage d'estomac. » Il m'a prescrit une ordonnance et je suis partie. Je me suis mise à pleurer. J'étais désespérée. Je n'avais pas d'argent. Un homme m'a alors aidé à payer les médicaments pour le lavage d'estomac. Mais mon fils n'a pas survécu. Il est mort peu après. À 3h30 du matin, il a eu une première attaque. Une demi-heure plus tard, une deuxième. Et puis, il est mort.
Les médecins confirment la cause du décès de Silvino. Intoxication aux pesticides. Commence alors un long combat pour la justice. Petronas Talavera obtient gain de cause en deuxième instance. Mais le producteur de soja se pourvoit en cassation avec succès. Il n'y a pas de justice pour les pauvres. J'ai fini par perdre mon procès. Le coupable n'a jamais été mis en prison. Il est chez lui, il continue à épandre ses pesticides en toute impunité. Moi, j'ai tout perdu. Au Paraguay, Petronas Talavera est la seule victime à avoir intenté un tel procès. Les autres se taisent par peur des représailles qu'exerceraient les barons du soja. L'Union européenne ne semble pas se préoccuper de cette situation. L'Europe a besoin de soja pour ses animaux. D'où provient-il? Comment est-il cultivé? Ces questions ne passionnent pas nos hommes politiques. Pour la Commission agricole, la priorité, c'est l'Europe. Quant au marché, il finira bien par s'autoréguler. Nous sommes obligés de maintenir nos importations si nous souhaitons continuer à produire de la viande. L'autre possibilité consisterait à réduire la part des céréales au profit de protéines végétales. Mais ça semble peu réaliste. Au fond, c'est le marché qui décide. Mais est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité vis-à-vis des populations d'Amérique du Sud? Oui, bien sûr. Nous savons comment les choses se passent. C'est pour ça que nous discutons aussi avec les gouvernements de cette région. Mais au final, c'est le marché qui décide. Nous n'y pouvons rien. Le marché décide. À nous d'en assumer les conséquences. La demande en viande augmente sans cesse et avec elle l'élevage de masse des animaux, donc les excréments et la consommation de fourrage. Pendant des années, les éleveurs européens ont épandu du lisier dans leurs champs sans le moindre contrôle. Aujourd'hui, la quantité maximale d'azote autorisée est de 170 kg par hectare. Bien difficile à contrôler. Dans certaines régions d'Allemagne, pendant la période de fertilisation des terres, les camions sillonnent des champs à tout moment. Ici, on épand le lisier provenant des fermes allemandes, mais aussi des excédents provenant des Pays-Bas, soit quelques 2 millions de tonnes chaque année. Aux Pays-Bas, le gouvernement a reconnu que les terres agricoles contenaient trop de lisier. En Allemagne, le traitement du lisier reste une activité très lucrative et tant pis pour les répercussions écologiques. Mais les nappes phréatiques sont contaminées par le lisier. Leur taux de nitrate est très élevé. Méfiez-vous, ce paysage est certes bucolique, mais surtout très pollué. Paul Kröfges et Harald Gulshoff contrôlent régulièrement la qualité de l'eau en Allemagne. Aujourd'hui, ils examinent une source près de Strehlen, à 2 pas de la frontière néerlandaise. Dans cette forêt mixte, le taux de nitrate devrait être très bas. Mais il faut rester particulièrement vigilant. La région compte de nombreuses exploitations agricoles. L'appareil indique une valeur de 184,9 mg par litre. C'est vraiment effrayant. En temps normal, les nappes phréatiques ne contiennent jamais plus de 50 mg par litre. C'est donc une valeur anormalement élevée. Plus de 180 mg par litre, c'est bien au-delà des valeurs habituellement constatées. C'est un niveau totalement aberrant. L'état des nappes phréatiques n'est d'ailleurs pas conforme à la directive cadre sur l'eau. Bref, des mesures d'urgence s'imposent. 184 mg, c'est 18 fois la valeur normale. Des résultats de ce genre, on en retrouve partout où les éleveurs épandent leur lisier. Les causes de ce désastre et leurs conséquences sur les êtres humains sont connues depuis des années.
Associées à d'autres substances dans le corps, de telles quantités de nitrates peuvent favoriser l'apparition de substances cancérigènes et donc le développement de certaines formes de cancer. Elles peuvent aussi déclencher des cyanoses chez les enfants en contact avec des eaux contenant de tels niveaux de nitrates. En Allemagne, un tiers des nappes phréatiques contient trop de nitrates. Les directives européennes sur l'eau ne sont pas respectées. Résultat, l'eau potable doit être puisée toujours plus profondément, parfois à plus de 100 mètres. L'élevage intensif a un impact sur la qualité des eaux, mais aussi sur le climat. À l'Institut biologique animal de Rostock, en Allemagne, on s'intéresse de près au rôle que les vaches pourraient avoir dans les émissions de gaz à effet de serre. Les activités agricoles génèrent environ 30% des émissions de méthane. La majeure partie est liée à l'élevage, et plus particulièrement à l'élevage bovin. Les vaches sont en effet responsables d'environ 75% des émissions de méthane d'origine animale. Le méthane est plus dangereux que le dioxyde de carbone et il participe au réchauffement climatique. Quand un ruminant est en phase de digestion, il éructe du méthane. Partout dans le monde, des scientifiques tentent d'évaluer l'impact de l'alimentation des vaches sur leur production de méthane. Ici, à Rostock, les vaches sont maintenues dans une installation respiratoire pendant 3 jours. Excrétion, respiration, tout est passé au crible. Objectif : déterminer si, comme on le présume, l'alimentation des vaches a réellement une influence sur leurs émissions de méthane. Mais même si on parvenait à réduire les émissions de méthane de certaines races de vaches en modifiant leur alimentation et les méthodes d'élevage, l'impact sur l'environnement resterait quasiment le même. Il n'existe qu'une seule méthode pour lutter efficacement contre les émissions de méthane d'origine animale: réduire la production d'animaux. Réserver la viande au repas dominical pourrait être une solution. Les chercheurs ont démontré qu'une consommation raisonnée de viande pourrait ramener le niveau de méthane à celui d'il y a 20 ans. Mais malgré le réchauffement climatique, malgré la pollution des eaux et des sols, l'Europe produit toujours plus de viande sans s'inquiéter des conséquences. Nous voulons tous manger de la viande. Et cette viande, il faut bien la produire. Or, si nous produisons moins de viande en Europe, où la viande sera-t-elle produite? Et sera-t-elle produite dans de meilleures conditions qu'ici? Nous assouvissons notre passion pour la viande, mais la faim gagne du terrain dans le monde. Qui est responsable? À l'instar des autres secteurs économiques, l'industrie de la viande joue à fond la carte de la croissance. L'Allemagne est le premier producteur de viande en Europe. En 2010, elle a pulvérisé un nouveau record avec une production de 8 millions de tonnes. Évidemment, plus l'offre est abondante et bon marché, plus la consommation augmente en Allemagne, en France et partout ailleurs en Europe. On a beaucoup soutenu ce secteur au niveau de l'Europe et on a encouragé ce secteur dans une direction qui était la direction du productivisme. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire un parier sur la qualité, on a parié sur, pendant toute une période, sur l'augmentation de la production. Ce qui comptait, c'était de produire toujours plus avec un prix toujours plus bas. On a un secteur politique qui a toujours encouragé le secteur de l'élevage. Et c'est un secteur de l'élevage qui, aujourd'hui, pèse très fort puisqu'il représente 85 000 éleveurs en France. En 2010, le budget de la PAC, la politique agricole commune, s'élevait à 60 milliards d'euros, soit plus de 40% du budget européen. Les principaux bénéficiaires en ont été les agriculteurs. Les subventions européennes contribuent ainsi à réduire artificiellement le prix de la viande. Résultat, le marché est complètement perverti.
La viande européenne inonde les marchés africains. Ces importations étranglent les producteurs locaux, incapables de rivaliser avec les prix subventionnés par la PAC. Au Ghana, beaucoup d'éleveurs ont dû cesser leur activité. La destruction du marché ghanéen de la viande est un cas d'école. Comme les Européens consomment principalement le blanc du poulet, les autres morceaux de l'animal sont exportés en Afrique. David King représente les fermiers ghanéens. Depuis des années, il parcourt le monde pour attirer l'attention sur la situation dans son pays et inciter l'Europe à ne pas exporter autant de viande vers l'Afrique. On ne peut pas faire face à la concurrence. La viande importée est bien moins chère. Un poulet ghanéen coûte environ 6 $. Mais je peux acheter des morceaux de poulet importés pour seulement 50 cents. Alors, le choix est vite fait. On achète le poulet le moins cher pour avoir suffisamment à manger. Voilà comment notre marché a été complètement détruit. Beaucoup d'éleveurs de poulets ont mis la clé sous la porte. Difficile pour les États africains de protéger leur marché. L'Organisation mondiale du commerce et les pays industrialisés imposent au monde leur concept de libre-échange, mais les premiers à profiter de ce système sont les pays riches. En 2003, le gouvernement ghanéen avait envisagé une hausse des taxes sur les importations de volailles. En réponse, le Fonds monétaire international lui a demandé de faire machine arrière s'il ne voulait pas se voir retirer l'attribution de nouveaux crédits. Alors que les acteurs de la PAC feignent d'ignorer les conséquences de leur politique sur l'agriculture africaine, des associations religieuses s'engagent contre les exportations abusives de viande qui risquent de détruire d'autres marchés africains. Depuis 5 ou 6 ans, on assiste au même phénomène avec la viande de porc. Et ça, c'est très préoccupant. Tout ça parce que la viande est devenue tellement bon marché en Europe. C'est la même chose avec la viande de bœuf. Avec son arrivée sur les marchés africains, c'est tout un pan de la population qui est menacé, c'est-à-dire les bergers qui n'ont pas de terre. La faim gagne du terrain dès que leurs produits sont concurrencés. Après le Ghana, c'est au tour du Bénin d'être touché par le phénomène. En 2010, ce petit pays a importé plus de 100 000 tonnes de viande de volaille en provenance d'Europe. Une grande partie a ensuite été exportée illégalement au Nigeria, car pour l'instant, Abuja refuse le dumping européen. Avant de passer la frontière, la viande fait l'objet d'une préparation spéciale. Ces images montrent comment la viande est traitée, avec du formol. C'est quelque chose d'inimaginable quand on sait à quoi sert habituellement le formol. À conserver des morceaux de cadavres, par exemple. Le formol permet de maintenir la peau en bon état, mais c'est un produit chimique dangereux. Une fois réemballée, la viande est acheminée clandestinement vers le Nigeria, dans ce genre de véhicule, puis elle est vendue sur les marchés. Le Nigeria tente encore de préserver sa production de viande, mais le combat paraît perdu d'avance. Tout ça parce que l'Europe semble décider à approvisionner le monde en viande, quelles qu'en soient les conséquences. Le marché décidera. Je ne pense pas que la PAC parviendra à elle seule à résoudre les problèmes de famine et de malnutrition en Afrique ou ailleurs. Mais il y a d'autres leviers, comme la politique d'aide au développement, avec tout le volet des investissements, etc. L'objectif à terme, c'est que la production augmente en Afrique et en Asie. Mais en Europe, nous devons maintenir notre potentiel de production pour ne pas devoir recourir un jour à des importations massives. Aujourd'hui, nous produisons et nous exportons massivement.
Beaucoup parmi nous refusent de regarder en face les problèmes engendrés par la consommation excessive et la production industrielle de viande. Il ne s'agit peut-être pas de se passer de viande, mais déjà de diminuer notre consommation. Or, sans réglementation et sans contrôle renforcé, rien ne changera même si tout le monde reconnaît les dangers d'un élevage intensif poussé à l'extrême. La solution du problème est politique. Il existe des mouvements de contestation contre l'élevage intensif, mais ils mobilisent très peu de monde. En France, ils restent très marginaux. En Allemagne, les manifestants, plus organisés, s'opposent à l'extension ou à la construction de nouvelles entreprises d'abattage et d'élevage intensif. Pour la majorité des consommateurs, la priorité reste d'acheter de la viande bon marché. Or, c'est précisément la demande qui conditionne l'offre. Résultat, les entreprises sont lancées dans une course à la production effrénée, avec toutes les conséquences que cela implique pour l'environnement, les hommes et les animaux.